Bienvenue sur cette édition donc, du 10 mars. Bienvenue donc au 20h. Alors, qu'est-ce qui se passe donc avec Menge Wile qui donc frappe à Tangandji et recadre donc Ilikam. Il faudrait donc retenir qu'est-ce qui va donc se passer en Afrique. Bienvenue donc sur cette chaîne sociopolitique décryptage, analyse et questions. Bienvenue chers abonnés, nous sommes là pour l'agenda des infos. Bienvenue sur cette chaîne de l'un des créateurs de contenu d'Anémie. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a donc de nouveaux dossiers. Nous sommes avec vous, madame et monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette émission. Madame et monsieur, nous commençons ce dimanche. Willy Menge est un homme donc politique. Il a donc répondu au ministre Paul Atangandji qui a donc frappé fort et très fort sur le RDPC. C'est donc très chaud avec Atangandji qui nous met donc le buzz en ce jour. Nous sommes uniquement donc pour faire réagir sur tous les buzz qui peuvent donc exister sur cette chaîne politique de l'un des créateurs de contenu. Bienvenue donc sur cette édition. Qu'est-ce qui va donc se dérouler sur cette édition spéciale depuis notre centre de production? Vous allez donc écouter Willy Menge qui répond donc au ministre Paul Atangandji qui est donc le ministre de monsieur Paul Biya, président donc de la République. De plus en plus, monsieur Atangandji, que le ministre de l'administration territoriale, devient un personnage ubiquitaire. L'ubiquité. C'est un terme rare. Voilà. Un personnage ubiquitaire est un personnage qui est dans une illusion d'être présent partout et en tout lieu. Il croit être présent dans tous les portefeuilles du gouvernement. Parce qu'on a vu ce personnage dans la gestion des alliances politiques intervenir. On l'a vu dans le cadre de l'ECAM avec la campagne d'instruction électorale. Aller avec le DG de l'ECAM, donner des instructions. On l'a vu dans le cadre du PCRN, Kona et l'honorable Kabel Libi, interférer dans les affaires internes du fonctionnement d'un parti politique, heureusement débouté récemment par la justice. On le voit aujourd'hui dans le cadre du Comité national de lutte contre la drogue, qui est toute une commission interministérielle où il n'est que membre. Je dis qu'il n'est que membre, la loi est claire, la structure est claire. Le président étant le seul ministre de la santé publique et l'autorité étant le premier ministre. C'est peut-être un euphémisme, parce que certains sont allés plus loin pour dire que le MINAT remonte les bretelles au ministre de la Santé publique. D'autres questions aussi, c'est est-ce que le ministre de la Santé publique n'aurait pas dû, par exemple, à travers une mise en demeure, adresser une mise en demeure au responsable de ce début de boisson, qui est quand même assez célèbre, comme d'ailleurs son nom en anglais l'indique, et qui appartiendrait, n'est-ce pas, au cadre de l'armée. Alors il y a beaucoup de questions comme ça qui se posent. Est-ce qu'au finish, ce n'est pas une sorte de lutte de clans qui est en train de se transposer dans les services de sécurité? Ah oui, ça va jusqu'à cette lutte de clans là où chaque acteur ou tête de pont d'un clan prend position pour briller par sa compétence, même s'il faut piétiner les champs de compétences des uns et des autres. Parlant de ce débit de boisson qui est à Yaoundé, on peut déjà aussi se poser la question de savoir comment est-ce que les militaires qui sont mis en emploi par l'État peuvent se transformer en vigiles d'un débit de boisson qui appartient à quelqu'un. Ça, c'est la question de base. Comment les militaires payés par l'État, employés par l'État pour les missions particulières au nom de l'État, se retrouvent être constitués en vigiles d'un débit de boisson, même sur le débit de boisson du président de la République. C'est les affaires privées. C'est une propriété privée. Qu'on paie les gars en jaune ou en noir, ils sont là. Mais on dit qu'ils étaient en civil, non? Non, c'est pour dire, puisque c'est les militaires, il parle même que c'est les éléments du BI, pour aller plus loin. Peut-être qu'ils étaient en week-end. Non, puisqu'ils sont intervenus avec muscles, c'est parce qu'il leur revient de garder ces débits de boisson. D'ailleurs, il y a déjà là un usage abusif de la ressource publique humaine. De même, quand on voit les CA le jeudi dans les champs d'ananas, dans les champs de cacao au village, et rentrent le mardi dans nos villages, c'est la même chose. Un usage abusif de la ressource humaine payée par l'État et recrutée par l'État. Donc, ça, c'est de ce côté-là. Mais rentrons dans le fond du sujet.
Alors, on parle du contrôle des stupéfiants. Attendez, il y a une loi là-dessus. Il faut comprendre la relation qui est entre le ministre de la Santé publique et le ministre de l'administration territoriale dans le cadre du Comité national de lutte contre les drogues, institué en 1992 par un arrêté du Premier ministre et reconsidéré en 1997. En 1997, il y a la mise sur pied d'une plateforme interministérielle qui regroupe 16 membres du gouvernement. À cela, vous ajoutez le délégué général de la Sécurité nationale, qui font partie des membres du Comité national de lutte contre les drogues, dont le patron est le ministre de la Santé publique, sous l'autorité directe du Premier ministre. Comme ça que c'est structuré. C'est la structure de l'État. Ça veut dire qu'il ne revient pas à la conférence des gouverneurs, encadré par leur tutelle, que le ministre de la Santé territoriale, de se prononcer exclusivement et de prendre la diligence sur la lutte contre les drogues. C'est créer une république dans une république, puisqu'il y a tout un organe. Le Comité national de lutte contre les drogues, présidé par le ministre de la Santé publique. Et les membres sont les ministres. C'est 13 ministres ou 14. Vous ajoutez le ministre de la Défense et le délégué général de la Sécurité nationale. Ça veut dire que le ministre de la Santé publique, quand il prend une décision pour lutter contre les drogues et les substances psychotropes, il n'a pas besoin d'un très long parcours ou d'un protocole qui va l'amener chez le gouverneur ou le préfet, puisqu'il préside à cette commission interministérielle sous l'autorité directe du Premier ministre. Alors quand on vient à cette... c'est un galimatias. Il faut demander ce que c'est un galimatias, cette correspondance. C'est quoi galimatias? C'est un objet lisible mais incompréhensible. Parce que quand vous lisez ceci, ce galimatias, je vous dis, vous êtes perdu dans le droit administratif, vous êtes perdu dans le droit constitutionnel, vous êtes perdu comme citoyen. Parce que la relation entre les membres du gouvernement est une relation d'horizontalité. Les ministres entretiennent une relation d'horizontalité. La portée verticale n'est tenue que par monsieur le Premier ministre. Il ne revient qu'à ce dernier, dans les compétences de la structure et l'opération de l'État, d'adresser ce genre de correspondance à un ministre, et non un ministre à un autre ministre. Oui. Donc, de plus en plus, monsieur Atanganji, que le ministre de l'administration territoriale devient un personnage ubiquitaire. L'ubiquité, c'est un terme rare. Voilà. Un personnage ubiquitaire est un personnage qui est dans une illusion d'être présent partout et en tout lieu. Il croit être présent dans tous les portefeuilles du gouvernement. Parce qu'on a vu ce personnage dans la gestion des alliances politiques intervenir. On l'a vu dans le cadre de l'ECAM avec la campagne d'instruction électorale. Aller avec le DG de l'ECAM, donner des instructions. On l'a vu dans le cadre du PCRN, Kona et l'honorable Kaber Libi, interférer dans les affaires internes du fonctionnement d'un parti politique, heureusement débouté récemment par la justice. On le voit aujourd'hui dans le cadre du Comité national de lutte contre la drogue, qui est toute une commission interministérielle où il n'est que membre. Je dis qu'il n'est que membre, la loi est claire, la structure est claire. Le président étant le seul ministre de la Santé publique, et l'autorité étant le Premier ministre. Un personnage ubiquitaire donc... Ubiquitaire, j'espère que ce n'est pas une insulte. Non, c'est pas une insulte. Non, c'est pas une insulte. Ça ne fait pas qu'on nous comprenne. Non, ubiquitaire veut dire être présent en tout temps. Le don d'ubiquité. Oui, ça vient de ubiquité. Donc, tu es présent en tout temps et en tout lieu. Donc, tu es omniprésent. Autrement dit, il outrepasse son portefeuille pour aller attaquer les affaires du ministère de la Santé et s'adresser à son collègue comme s'adresser à son subalterne. Mais Willy, au niveau, si on prend en compte sur le plan de l'ordonnancement, je veux dire, en considérant par exemple la bonne pratique administrative, est-ce que il n'aurait pas dû procéder autrement, que ce soit le ministre de la Santé publique ou le ministre de l'administration territoriale? Et puis, on a entendu beaucoup de personnes développer sur les plateaux que lorsqu'il s'agit de l'ordre public, cela relève des pouvoirs du ministre de l'administration territoriale chaque fois qu'on interpelle l'ordre public. Non. Il y a les forces de maintien de l'ordre ont au moins 3 casquettes. Il y a au moins 3 casquettes
dans les unités administratives pour lesquelles les forces de ménage sont compétentes. Il y a la police administrative. Oui, on peut comprendre. Là, l'administration territoriale est compétente totalement. Oui. Mais quand dites-vous de la police judiciaire, le ministère de l'administration territoriale est plus compétent. Et là, on vous parle d'une descente musclée par le président de la Commission nationale de lutte contre les drogues, qui implique le ministre de la Défense comme membre et le délégué général comme membre. Oui. Il n'a donc plus besoin de consulter l'autorité administrative pour avoir les forces de maintien de l'ordre. Ça, c'est la police judiciaire. Il y a même la police sécuritaire. La police judiciaire relève de la justice. Ça veut dire que c'est le procureur. Oui. Monsieur le ministre n'a pas de compétence dans le domaine judiciaire. C'est pour ça que je dis qu'il est ubiquitaire. Ça veut dire, monsieur le ministre, cette territoriale se prend comme un... Je n'ai pas envie de dire... oui. Vous savez qu'à Tanganji, je veux dire gorille en petit. Il est gorille, c'est-à-dire il est fort dans ses muscles, mais c'est vrai, il est fort, c'est la territoriale, c'est monsieur fort, mais la force là, il faut savoir faire usage de la force de l'État, sinon on peut devenir croquignolesque. Croquignolesque veut dire ridicule, parce que quand on est croquignolesque sur la place publique, alors on expose l'État. Parce que là même, monsieur le président de la République, il est embarrassé. Comment moi-même je ne peux pas parler comme ça à mon ministre que j'ai nommé. Toi, tu parles comme un enfant du gouvernement, tu viens croquignolesque, donc ridicule. Et je dis donc qu'il faut sortir de là, on doit se rassurer que l'État fonctionne. L'État doit fonctionner, il faut que monsieur le Premier ministre reconstitue ses pouvoirs. Il faudrait que par la même correspondance, il rappelle à l'ordre le ministre de l'administration territoriale, qui n'a pas autorité à rappeler à l'ordre un autre ministre. Il y a un cabinet de Premier ministre qui existe, regroupant les ministres. Il y a un conseil des ministres avec M. le président de la République. C'est vrai que le dernier date depuis 5 ans. On attend, ça date, mais il y a quand même ces instances-là, au sein desquelles il y a le rappel à l'ordre, où il y a les nouvelles impulsions, où il y a les recadrages. Mais quand on voit ça, ça veut dire que monsieur le ministre à cette territoire entretient la confusion. Parce que ça, c'est la confusion dans l'imaginaire populaire. Et la confusion est un berceau du chaos. Le chaos se nourrit de la confusion. Et on n'a pas besoin d'avoir la confusion. On veut construire un environnement électoral crédible. Dans 12 mois, nous avons des élections. Il ne faut pas que quelqu'un s'approprie les forces de maintien de l'ordre. Il faut que quelqu'un s'approprie les compétences qui ne sont pas siennes. On veut une élection dans un climat de pacification. Et non des gens qui alimentent la confusion. Ça dit que la lutte des femmes pour obtenir la journée internationale de la femme, qui est le 8 mars qu'on célèbre, c'est parti de haute lutte, où la femme n'avait pas de droit du tout, y compris le droit de voter. Aujourd'hui, non seulement les femmes au Cameroun ont le droit de voter, mais elles ont le droit d'être des candidates. Elles sont ministres, elles sont députées, elles sont sénateurs, enfin, bref, elles occupent tous les postes sans distinction de sexe ou de genre. Mais il y a encore les questions de la parité. Le monde idéal serait du 50-50 par exemple au Parlement. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Non, ce n'est pas le cas. J'entends parler de ça, mais chaque chose en son temps. Vous vous adressez à un acteur politique. Oui. Sur le terrain, les femmes ne se bousculent pas pour occuper les postes. Et les hommes sont nombreux qui se bousculent pour occuper les postes. Vous dites aux femmes qu'elles ne sont pas très actives, elles ne sont pas elles-mêmes très engagées. Celles qui sont engagées sont dans les villes. Oui. Vous savez que nous sommes dans un pays qui a une population en majorité rurale. La femme rurale ne sait même pas de quoi vous parlez. Vous êtes en train de célébrer et le 8 mars et vous faites comme si ça concernait tout le monde. Ma maman qui est au village ne sait même pas de quoi vous parlez. Donc elle voit ça, elle se dit, bon, on a dit qu'il y a... Si elle a reçu du pagne, tant mieux. Si elle a reçu un pagne. Oui. En fait, je crois qu'en réalité, même beaucoup de femmes ne pensent à la fête que parce qu'elles vont recevoir les pagnes et les agapes. Mais sinon, mais dans le fond, acteur politique que vous êtes, est-ce qu'il est possible d'envisager une parité dans notre pays? Oui. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Ça dit que techniquement, regardez, moi je suis le président du PADEC. Oui. Quand j'ouvre les listes, quand on va lancer les campagnes, et que j'ouvre les listes pour que les gens s'inscrivent, vous verrez que la plupart du temps, on va chercher les femmes
qui refusent d'entrer en politique. La femme camerounaise est occupée. La femme camerounaise est résiliente. La femme camerounaise travaille beaucoup. Elle travaille à nourrir ses enfants, elle travaille à chercher de l'argent, elle est bayam salam, elle cultive le sol, elle élève les bêtes et tout ça. La femme camerounaise est résiliente. Et elle pense que beaucoup de femmes pensent que la politique c'est une perte de temps. Tu lui perds le temps. Donc elle ne voit pas très bien pourquoi elle va aller là. Donc elle peut venir pour animer un jour ou deux, mais vraiment faire politique à titre professionnel. Beaucoup de femmes ne le font pas. Pourtant, alors, je disais, oui. Pourtant, il y en a qui pensent que la scène politique est plutôt très violente. Il y a un certain machisme qui semble régner au Cameroun. On relègue la femme justement à ses occupations domestiques. Elle-même se relègue. Je vous ai dit que pour moi, pour faire ma liste, puisque la loi nous a imposé au Cameroun le respect du genre. C'est-à-dire, évidemment, l'idée c'est de faire la parité. Mais ouvrez une liste. Quand vous êtes un parti politique, vous allez en compétition, vous aurez très peu de femmes qui vont venir. Parce que être candidat, ça veut dire payer la caution. Payer, n'est-ce pas, son attestation fiscale. C'est-à-dire payer ses impôts, etc., être à jour. Donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut payer. Mettre de l'argent pour la campagne. Pour battre la campagne. Battre campagne. Ah oui, pour battre la campagne. Oui. Ça, c'est beaucoup d'argent. Alors quand la femme calcule ça, elle ne voit pas vraiment son intérêt là-dedans. Les femmes, elles réfléchissent. Je crois qu'elles sont... elles réfléchissent bien. La femme s'est économisée. Vous êtes d'accord que la scène politique, elle est violente? Non, pas vraiment. Par contre, c'est nous qui payons. C'est l'homme qui paye. C'est moi, le président, qui paye en général pour les femmes qui viennent au PADEC. Mais au RDPC, qui est un parti qui a un pignon sur rue, bien sûr, il y a plus de femmes là-bas que dans les autres partis politiques. Regardez un peu la scène politique. Regardez le SDF, le MRC, le RDPC, le PADEC, le FNC ou le PLC. Combien de femmes voyez-vous vraiment aux avants? Vous verrez qu'il y a toujours plus d'hommes que de femmes. Parce qu'il y a très peu de femmes qui s'engagent véritablement. Dites-nous au PADEC, la première femme, elle occupe quel poste? La première femme... Il y en a pas. Non, elle n'est pas vice-présidente en tout cas. On est en train de chercher encore. On a voulu mettre une première dame la vice-présidente, mais elle-même, les exigences sont telles que franchement, il faut la payer. Et que c'est un emploi. Donc vraiment, vous touchez du doigt. Hein. Vous touchez du doigt. Elle pense que parce que nous voulons respecter le genre, comme on nous a dit. Moi, une de mes listes avait été rejetée parce que je n'ai pas mis une femme en titulaire. J'avais mis une femme comme suppléante. Je ne l'avais pas mis comme titulaire et ma liste avait été tombé sous le coup de la loi. Oui. Alors, et donc, je vous assure, la femme camerounaise, ça viendra à la parité, mais pas pour moi. Je vois mes amis là de More Women in Politics, etc. Les femmes se battent pour qu'il y ait More Women in Politics. Mais ce n'est pas demain, la veille. Alors, il y en a qui veulent également que les femmes soient un peu plus représentées quand ce n'est pas directement politique, mais au moins au niveau des instances. On n'a pas de femmes gouverneurs, on n'a pas de femmes présidentes du conseil régional, on n'a pas de femmes à la tête des super mairies. Monsieur Jean-Jacques, on va encore attendre. Le super maire est arrivé quand? Les lois viennent d'être votées. La région, on en est encore au premier tour. Hein? Quand même. Et c'est une compétition, c'est pas un partage. C'est une compétition. Si la femme est capable de battre l'homme, elle va gagner. Hein? Madame Fowling, elle battait les hommes, elle gagnait, elle paye à son âme. Les gouverneurs, au moins, on les nomme. Bon, pour les gouverneurs, on les nomme. Ça viendra. Monsieur, félicitez le gouvernement de la République du Cameroun qui nomme les sous-préfets femmes, qui nomme les préfets femmes, bientôt les gouverneurs femmes. Il y a déjà les ministres femmes. Et vous croyez que c'est comme il y a... Est-ce que vous pensez qu'à l'ENAM, là, il n'y a que les hommes? Il y a aussi les femmes dans, n'est-ce pas, l'administration. Donc, c'est un poste, ce sont des postes de commandement qu'on donne à quelqu'un qui a, n'est-ce pas, la poigne. Alors, les femmes sont généralement maternelles. Mais on les forme comme on forme les hommes, comme on forme les militaires. Un colonel, vous avez quand même des colonels qui sont des femmes. Oui. Vous avez des commissaires divisionnaires qui sont des femmes. Donc ça viendra.
D'accord. Est-ce qu'on doit également dire que ça viendra de voir les femmes, par exemple, engagées à la course au fauteuil présidentiel pour octobre 2025? Est-ce que ça vous arrangerait de voir quand même des femmes postuler? Mais les femmes ont postulé hier. Pourquoi elles ne vont pas postuler aujourd'hui? Les femmes ont postulé hier. Il y a une femme là, à Douala qui était candidate. Il y en a eu même plusieurs. Oui. Donc, ils sont des candidates. Et voilà encore la preuve que c'est les femmes qui reculent. Le code électoral ouvre à tout le monde. Est-ce que vous avez suffisamment de capital politique pour espérer atteindre tel poste? Si vous avez un capital politique pour être candidate à la présidentielle, ben, tentez votre chance. Ce n'est pas fermé, c'est ouvert. Est-ce que le PADEC pourrait investir une femme? Oui, si elle est vigoureuse, si elle est combattante, si on sent qu'elle est bien. Vous avez vu, il y a des partis qui ont des femmes vraiment d'envergure. Oui. Hein? L'UDC, par exemple. Madame Cortès, qui avant d'être ministre, tout le monde la connaissait par son dynamisme. Elle était le maire de Baganté. Je ne la connaissais pas, mais je l'admirais déjà. Hein? Vous voyez, il y a des femmes comme ça qui s'imposent sur la scène. Je vous ai parlé de Madame Foni, je vous parle de Madame Cortès. Je peux vous parler également... Vous parlerez également de Madame Damjoya, par exemple? Madame Damjoya aussi. Mais là-bas, c'est un héritage. Elle hérite de son mari. Oui. Elle n'est pas comme Nourane Foting, par exemple. Oui. Nourane Foting se crée. Elle se crée. Elle va dans un parti de Kabra Libi et se crée et cherche sa route. Vous comprenez? Je ne parle pas des héritières. Je te parle des gens qui se sont créés, qui Kawala. Comme les Kawala, par exemple, mais qui est vite tombé en désuétude, tout simplement parce que elle s'est illustrée par une certaine violence. Le champ politique n'admet pas encore ces violences-là. Donc toutes ces femmes qui sont venues en politique, comme les hommes, et qui se sont illustrées par les violences, sombrent immédiatement. Elles tombent. Oui, vous voyez qu'on a ouvert une porte vers l'élection présidentielle à venir. Le PADEC tarde à se prononcer. Vous attendez quoi? Vous ne voulez pas vous engager vous-même? Vous attendez vous positionner derrière notre candidat, comme en 2018? Le PADEC est un parti qui a choisi un virage en 2018 de soutenir le chef de l'État, Paul Biya, dans sa candidature présidentielle de 2018. Oui. Il a gagné avec notre soutien et nous a fait la récompense politique. C'est-à-dire que les alliances politiques se récompensent. C'est-à-dire votre nomination est une récompense politique. Oui. Oui. C'est une récompense politique. C'est-à-dire que vous soutenez, ce sont des alliances. On a fait alliance. On est des alliés. Donc, quand on est des alliés, ben, c'est comme on est des associés. Vous n'avez pas mangé tout seul et laissé les autres associés affamés. Donc, vraiment, c'est simple. Je vous parle généralement de la politique simple. Il ne faut pas compliquer la politique. Donc, parce que quand je parle de récompense, là, on dit que c'est les cadeaux. Mais je travaille. Le PADEC travaille à maintenir le régime. Le PADEC travaille à se faire entendre et à faire entendre ses idéaux et à soutenir le pouvoir. Donc, du coup, en 2025, est-ce que le PADEC va investir un autre candidat? C'est la question. Nous ne le pensons pas. Nous avons même répondu très clairement que nous n'investirons personne parce que nous demandons au président Paul Biya d'être notre candidat. C'est-à-dire que le PADEC entend soutenir le président Paul Biya comme notre candidat. Parce que nous, on est en train de faire un scrutin de liste. C'est-à-dire que notre tête de liste, c'est Paul Biya. Oui. Et nous, à côté, là, qui l'accompagnons, nous sommes son Mais il ne s'est pas encore prononcé. Il ne s'est pas encore prononcé. Si mais jamais il n'est pas candidat. Nous voulons qu'il se prononce. Il ne s'est pas encore prononcé, mais nous pensons qu'il est notre capitaine. Vous voyez, dans une équipe de football, il y a un meneur, il y a un capitaine. Il y a Rigobert Song, ou il y a Mila Roger, ou il y a Etofis qui porte le brassard. C'est lui qui porte notre brassard. Parce que les gens viennent à l'âge, à parler de son âge pour le discréditer, mais en réalité, c'est parce qu'il a toutes les qualités qu'il faut, sauf peut-être l'âge.
et qu'on croit que l'âge est un handicap. Mais vous, ça ne vous dérange pas? Non, ça ne nous dérange pas. Qu'il soit âgé de 92 ans et qu'il soit votre capitaine? Ça ne nous dérange pas, mais j'ai l'impression que ça dérange plus nos adversaires. Et j'ai envie de leur demander, mais de quoi vous vous mêlez? Occupez-vous de votre équipe. Occupez-vous, n'est-ce pas, former votre équipe pour gagner. Mais une équipe qui a un capitaine aussi âgé, peut-elle être forte? Ah oui, elle est forte. C'est une équipe. Logiquement. Elle est forte. Oui. Parce qu'elle a l'armature. Elle a la fondation solide. Elle a les alliés. Elle a les gens comme moi, comme Atangandji. Il y a les gens comme... Enfin, nous tous au gouvernement, là, on soutient. Donc, on est crédible. Et on travaille. Et on est là pour soutenir. Parce que les gens pensent que... Est-ce que vous le soutenez? C'est seulement une personne. Oui. Vous réduisez la chose à un seul individu, le président. Ou bien même de l'autre côté. Ils réduisent à un seul individu, que ce soit Maurice Kamto, Cabral Libi ou Joshua Oché. Donc, on focalise sur la tête de liste. Ils ne veulent pas comprendre que c'est un scrutin de liste en vérité, qui ne dit pas son nom. Est-ce que dans le fond, vous ne voulez pas juste un visage qui arrange vos affaires, vous qui êtes derrière, qui en êtes les bénéficiaires de la présence du chef de l'État? Et la politique, c'est quoi? Même pas ça, la politique. La politique, c'est gagner, non? C'est mettre quelqu'un pour gagner, non? Pourquoi vous mettez Eto'o en 9? C'est pour qu'il marque les buts, non? Pareil, vous mettez Mila en 10, pourquoi? Pour qu'il marque les buts. Quand il marque les buts, c'est toute l'équipe qui gagne, non? Si nous mettons le président Paul Biya, 92 ans, il marque les buts, qui gagne? C'est nous, non? Pourquoi vous ne voulez pas que nous gagnions? Donc lorsque Monseigneur Cléda indique que ce n'est pas réaliste du tout d'entendre les gens appeler à la candidature de Paul Biya à son âge, vous répondez quoi à Monseigneur Cléda? Oh, je dis que Monseigneur Cléda, je l'aime bien, c'est quelqu'un de formidable. D'ailleurs, il fait même... il est même un praticien qui a donné l'exilire pour lutter contre le sida, contre le Covid, et je l'apprécie beaucoup pour ça. Et puis c'est un bon, comment on va dire ça? Il enseigne bien, il prêche bien. Bon prédicateur. Il prêche bien la religion. Mais ici, là, nous sommes dans un domaine qui n'est pas le sien. On est dans le domaine politique. Qui nous laisse. Mais c'est un observateur. Oui, c'est un observateur. Il est tous les jours au contact des populations. C'est ça. Je dis qu'un observateur n'est pas un politicien. Un observateur, il observe. Mais un observateur, c'est même un idéaliste. Parce que lui, il ne parle pas en termes de gain politique. Ce que j'appelle le lucre politique. Lui, il ne fait pas les analyses politiques. Il ne va pas chercher. D'ailleurs, même pour lui, c'est amoral. D'accord? Et immoral. Il ne voudrait pas. Ça veut dire que pour vous, l'Église catholique ou les représentants de l'Église catholique n'ont rien à dire sur la scène politique? Non, disons que il ne faut pas transformer l'Église catholique en chapelle politique. Nous avons fustigé un évêque qui a dit qui appelait le diable dans son église. Et nous avons fustigé cela parce que c'était une concurrence déloyale. Si l'Église catholique romaine qui est au Cameroun veut devenir une chapelle politique, et je pense que le nonce politique a dit que ce n'est pas, on les a pas envoyés pour faire ça. On les a envoyés pour prêcher les dieux. Quand les gens vont à l'église, à la messe, c'est pour entendre la parole de Dieu. Et quand les gens qui vont à l'église là sont les militants du PADEC, du SDF, du RDPC, du MRC. Maintenant, vous avez un prédicateur qui détourne mes militants qui sont venus entendre la parole de Dieu. Il détourne pour donner... Mais c'est le berger, non? Son rôle, c'est aussi d'ouvrir les yeux. Non, le berger, c'est pour conduire au ciel. Donnez à César, remettez à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Voilà ce que Jésus-Christ a dit. Mais comment on va faire Jésus-Christ a dit que, s'agissant de cette pièce d'argent-là, c'est pour César, c'est l'image de César qui est là. S'agissant de la politique là, c'est Paul Biya. Vous voulez parler à l'église, parlez du pape. Et donc nous faisons une petite prière pour le pape, il est malade. Parlez du pape, il est aussi âgé. Pas âgé comme le nôtre, ben c'est quand même lui qui il est malade, nous prions pour lui. Donc donnez, remettez à César ce qui est à César.
Ne venez pas vous mêler de ce qui vous regarde. Mais chaque année, maître, l'Église catholique, ceci étant dit, la conférence épiscopale nationale a toujours donné son avis sur la situation socio-politique dans notre pays. Pourquoi aujourd'hui il devrait se taire? Ceci étant dit, on n'a pas demandé qu'il se taise. Oui. En Haïti, nous avons vu le père Aristide, qui est devenu président de la République. Oui. Donc, si ce sont des Camerounais, ils ne sont pas interdits de la course politique. Mais qui démissionnent. Oui, je ne veux pas seulement qu'ils profitent de leur robe pour prêcher, pour faire la politique. Alors qu'ils retirent leur robe et font comme le père Aristide et vont, n'est-ce pas, vous parlez au type qui avait fait une lettre ouverte au cardinal Toumi. Il s'agit de vous. Pour qu'il se présente à la présidentielle de, je ne sais plus, une de nos présidentielles. C'était moi, là, c'était normal. Oui, non, c'était en ce temps-là. J'étais un activiste. Mais qu'est-ce qui a changé? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de... Hier, vous demandiez au candidat Christian Toumi d'être candidat. Voilà, et alors qu'il avait encore sa robe. Et voilà, et aujourd'hui... d'abord sa robe. Et aujourd'hui, voilà, c'est ça qui est paradoxal. Parce que vous avez changé de camp? Ce n'est pas parce que j'ai changé de camp, c'est parce que j'ai compris qu'on ne peut pas chasser 2 lièvres à la fois. Si vous chassez 2 lièvres à la fois, vous allez perdre. Si vous entraînez l'Église catholique dans la politique, vous allez entraîner vos ouailles sur un mauvais chemin, sur le chemin de la contestation. Et sur le chemin de la contestation, vous allez retrouver les forces de l'ordre. Vous allez retrouver Atangadji, avec ses gouverneurs, avec ses préfets, avec ses gendarmes. Donc, nous pensons que ce n'est pas la bonne route. Quand on a pris de l'âge comme nous, quand on a de l'expérience comme nous. Moi, j'étais jeune quand je disais ça. J'avais quoi, 40 ans peut-être. Donc aujourd'hui, avec le recul, je pense qu'on doit conduire les gens en toute sécurité. Monseigneur Domo avait dit, pour soutenir votre thèse, Monseigneur Albin Domo avait dit que on ne peut pas conduire les âmes au ciel comme si la terre n'existait pas. Mais lui, il parlait de faire l'agriculture, c'est-à-dire de nourrir l'homme, de faire mongoplastique, d'enrichir l'homme ici, sur la terre. Mais lui aussi, il se mêlait de politique. C'est pour ça qu'il a été également... Mais comment vous imaginez que l'Église va se taire, monsieur le ministre? On n'a pas dit que... Comment imaginer... On ne demande pas à l'Église de se taire. Avec toutes les souffrances, l'évêque de Yagua, par exemple, vit dans une zone où il y a des souffrances au quotidien, assez incroyablement. Comment est-ce qu'il va faire pour ne pas s'exprimer, pour ne pas porter la voix de ceux qui sont en peine? Ce n'est pas interdit. Oui. Et je dis même, j'encourage qu'on dénonce, n'est-ce pas, les souffrances lorsqu'elles existent. Mais les amplifier, les aggraver, dire que même le diable, on veut, ça c'est exagéré. Parce que nous sommes quand même dans un pays. Je veux bien comprendre que dans certaines parties de notre pays, les gens ne mangent pas forcément à leur faim. Et on peut comprendre qu'effectivement, dans certaines régions du septentrion, que des gens aient faim à cause du climat, de la sécheresse, des inondations. C'est-à-dire, il y a des catastrophes naturelles qui font en sorte qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que ceux du Sud, par exemple. Mais vous verrez qu'il y a un effort du gouvernement, un effort du chef de l'État d'approvisionner régulièrement ces régions-là. Et c'est inscrit dans sa politique de solidarité, telle que décrite pour le libéralisme communautaire. On ne peut pas développer le pays en laissant une région. C'est-à-dire qu'on peut prendre la nourriture qui vient de l'ouest, qui vient du sud, qui vient de l'est, pour nourrir une partie des gens au nord qui n'ont pas eu accès à la nourriture à cause des problèmes climatiques, à cause des catastrophes naturelles, à cause de l'inondation ou de la sécheresse. Voyez-vous? Donc le souci de l'État, c'est d'équilibrer, de donner à manger à son peuple. D'accord. Et venir au secours au peuple qui souffre le plus, pour équilibrer, pour donner une certaine justice sociale. Ça, c'est le souci de l'État, et l'État le fait bien. Vous dites que ce n'est pas interdit pour ces prélats de s'exprimer. On les comprend. On les comprend. Mais qu'il ne faut pas systématiquement. Jean-Jacques Zé, c'est devenu grave. C'est-à-dire que quand vous allez à la messe, ou vous allez à un enterrement, c'est comme vous assistez à un meeting politique. C'est ça qui est... Est-ce que ce n'est pas le résultat d'un certain ras-le-bol? Peut-être parce que vous n'écoutez pas les Camerounais ordinaires, que ceux en robe ont choisi de s'exprimer là partout où ils ont l'occasion de le faire. Jean-Jacques Zé,
Ça fait seulement 6 ans que je suis au gouvernement. C'est peu? C'est très peu par rapport, n'est-ce pas, à la normale. D'accord. C'est très peu. C'est une période d'apprentissage. Parce qu'il faut former les gouvernants de demain. Il faut les préparer à la gouvernance. Moi, je n'étais pas préparé, je suis un avocat. Je ne gérais pas une mairie. Donc, si j'avais géré une mairie comme Mme Cortès, on pourrait dire que je suis déjà aguerri à gérer les hommes et les biens. Parce qu'il s'agit de ça. D'accord. De manière équilibrée. Alors, vous dites donc quoi? Ils prennent la parole partout. Pourquoi? Vous dites que ça ressemble parfois à des meetings politiques. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on vient maintenant à l'église ou on vient en meeting politique? Et maintenant, vous qui venez détourner les militants du PADEC pour donner aux militants d'une opposition radicale, alors que je sais ce qu'ils font. De déradicaliser les miens. C'est ce qu'ils font? Ben, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Celui-là qui dit que même le diable, il faut d'abord lui donner. Avant qu'on voit. Ce n'est pas les militants du PADEC qui diraient une chose pareille. Je connais beaucoup de partis qui ne diraient pas une chose pareille. Même les militants du SDF, qui autrefois étaient des radicaux, ils ne peuvent pas dire ça. Donc, il y a des partis qui sont républicains et il y a des partis qui sont révolutionnaires. Or, un type qui tient ce langage-là appartient n'est-ce pas, au côté révolutionnaire de la politique. C'est-à-dire le côté casse-tout. Le côté extrémiste. Oui, l'extrémiste. Oui. Il veut qu'on casse. Il veut les casseurs, il veut le sang, il veut la violence. Or, nous ne pouvons pas tolérer. Nous devons prêcher plutôt l'harmonie et non la violence. C'est de ça que je parle. D'accord. Je ne dis pas qu'on peut museler les prêtres. Les prêtres parlent dans les synagogues, dans leurs prêches, mais il ne faut pas systématiquement. Mais j'ai vu que en fait, c'est même une astuce politique pour capter les deniers du culte. C'est-à-dire que pour plaire aux ouailles. Hein? C'est-à-dire que ça dépend des milieux. Un discours, populiste. Oui, populiste. Oui. Pour que vous dites, oui, c'est vrai, oh, c'est bon, non, vraiment. C'est un meeting. Voilà, c'est devenu un meeting. J'imagine que vous n'allez plus très régulièrement à la messe. Si, je vais à l'ouest souvent, très très souvent. J'étais à l'ouest justement dans un deuil au cours d'une cérémonie funéraire où un pasteur, après la parole, s'est mis à fustiger le gouvernement. Vous étiez mal à l'aise. Ben non, j'ai pris le micro et j'ai répondu immédiatement. Non, en pleine célébration. Eh ben oui, monsieur. J'ai pris le micro. Quand il a fini. Vous n'avez pas fait le débat du dimanche en pleine célébration. Quand il a fini de faire sa messe, j'ai demandé qu'on m'accorde le micro. Monsieur j'ai le répondu point par point aux accusations qu'il nous a adressées. Point par point. Donc si les prêtres là, qui transforment les églises en chapelle politique, veulent, chaque fois qu'ils parlent, il faut qu'ils nous donnent aussi notre temps de parole. Il faut équilibrer le temps de parole. Comme ça, moi je ne peux pas leur vouloir. Il ne faut pas profiter de notre absence. Si je suis là, donnez-moi mon temps de parole. Vous avez parlé pendant combien? 10 minutes. Donnez-moi aussi 10 minutes. Je m'adresse au même peuple de Dieu. Là-bas, c'est son milieu. Hein. Bon, voilà. Donc, alors, transformons ça donc en chapelle politique. Donnons-lui, n'est-ce pas, une attestation politique. Mais parallèlement, vous tolérez que les chefs traditionnels, eux, ils prennent position. Les chefs traditionnels. Ils soutiennent, par exemple, le candidat président Paul Biya. Ils s'expriment ouvertement à Yaoundé et ils peuvent parler. Les chefs traditionnels sont des chefs politiques. Ce sont des biyabis. Ah bon? Oui, les chefs traditionnels sont chefs traditionnels sont des Paul Biyabis. Comment ça? C'est-à-dire que le Cameroun est formé de plusieurs tribus, de plusieurs petits États. C'est des petits royaumes. Donc les chefferies sont des petits États. Ce sont des chefs politiques. Ce sont les chefs politiques, ce sont les présidents ce sont les présidents ce sont les rois. On les appelle les rois, non, les chefs. Chefs traditionnels. C'est le chef politique, en même temps qu'il est chef religieux, en même temps qu'il est le président de la Cour suprême. Il est le chef des militants du PADEC, du RDPC, du MRC, du UPC. Mais lui, il peut prendre la parole pour dire que choisissez pourquoi. Tout à fait. Il a le droit de dire à son peuple que ce que je vous suggère, c'est de choisir telle voie. Maintenant, nous sommes en démocratie. Parce que dans leur temps, on n'était pas en démocratie. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pluralité. C'est le roi qui dirigeait.
Maintenant, comme vous avez amené plusieurs partis politiques pour préserver et sauver son peuple, il vous dit, moi, je vous suggère de choisir tel peuple. C'est ce que le roi Fondjomekwet avait dit en son temps, dans ces années, n'est-ce pas, 60 là. Et on l'a arrêté pour être jugé dans le tribunal Tambouda, le tribunal que Wandji avait créé. Wandji avait créé dans la brousse, le tribunal, comme étant un fingon, c'est-à-dire un traître. Un traître. D'accord? Oui. Un fingon, un traître. Donc, les rois, le roi Bafou, avait dit aussi, je ne suis pas avec les gens de l'UPC. Dans la nuit, je crois du 22 au 23, ou du 28 au 29, je me perds un peu sur les dates, c'était en septembre, on est venu l'éventrer. On est venu le tuer dans sa chefferie. Mais ce qui pourrait montrer que les chefs n'ont pas besoin de prendre ouvertement position. Ce qui montre l'intolérance de ces gens-là. Nous sommes dans la création, dans un moment de la création de notre État. Oui. Et vous avez des villages qui n'avaient pas de parti politique. Le parti politique vient avec la démocratie occidentale importée. Et chacun doit pouvoir choisir un parti politique qui aide son peuple de se développer. Certains rois de ce temps-là, donc Bafou, Bazou, Fondjomekwet et d'autres, avaient estimé que le parti, n'est-ce pas, de Aïdjo ou du pouvoir central était mieux structuré pour aider les enfants du village, pour leur donner les emplois, leur donner le travail, pour leur donner le bien-être, plus que les autres qui n'étaient pas au pouvoir. Donc, chaque chef traditionnel qui choisit, ce n'est pas il choisit pour lui-même, mais il choisit pour son peuple. Mais il ne va pas voter à votre place. Donc vous n'allez pas le tuer pour ça. Mais il donne une orientation. Qui irait à l'encontre de l'orientation d'un chef lorsque vous savez, pour ceux qui sont attachés à la chefferie traditionnelle, très bien, l'orientation, la parole du chef est sacrée. Donc, voilà. Et ça veut dire que les chefs jouent finalement un mauvais jeu. Non, non, pas du tout, parce que le chef trouve l'intérêt pour son peuple. Nous sommes en politique, c'est une question d'intérêt. Il peut se tromper, non, le chef? Non, il ne se trompe pas. Il choisit ceux qui se sont trompés, ceux des rois qui ont choisi l'opposition. Qu'est-ce qu'ils ont ramené à leur peuple? Voilà. Et c'est ce qu'ils réfléchissent. Ils disent, tel roi est allé au maquis. Et finalement, il a été fusillé. Ou il a été exilé. Et je ne veux pas que beaucoup de rois bamileke de cette époque-là ont été soit tués, soit obligés de partir en exil. Or, si vous êtes un roi, vous choisissez le camp qui va protéger votre peuple ou vous choisissez le camp faible. C'est une question de logique. Donc aujourd'hui, vous dites que ces chefs qui ont choisi le camp Paul Biya ont fait le bon choix. Ils font le bon choix parce que c'est le Paul Biya, et je vais encore utiliser l'expression qui amuse tout le monde, c'est Paul Biya qui partage la viande dans la réunion. C'est lui qui partage, c'est lui qui a le pouvoir. Et avec lui, vous savez qu'il y aura les miettes qui vont tomber pour nourrir. Donc cette viande ne peut pas être partagée par quelqu'un d'autre. Ça peut. Vous savez que nous sommes en politique. Oui. Donc, pour que vous puissiez avoir le capital politique de Paul Biya, il faut réunir un ensemble de choses. C'est une question de voix. Si vous avez plus de voix que Paul Biya, vous allez passer. Si vous avez plus de personnes qui votent pour vous, vous allez passer. C'est-à-dire que votre capital politique, plus votre capital politique est élevé, plus vous avez des chances de passer. Quel est le capital politique de Paul Biya? Regardez sur 360 communes. Il a combien de maires? Combien de communes? Combien de mairies? Et combien de maires? Combien de maires adjoints? Combien de conseillers municipaux? Combien de députés? Combien de députés suppléants? Combien de sénateurs suppléants? Vous voyez, ça c'est l'ensemble. Avec tout ça, pour vous, on ne peut pas faire autrement. C'est le capital. C'est Paul Biya ou Paul Biya. Non, c'est parce que, je dis, c'est logique. Oui. C'est mathématique. C'est ça qu'on appelle les mathématiques électorales, non. C'est mathématique. Vous ne pouvez pas vous en sortir autrement. Nous savons qu'en politique, c'est une voix, un nom. Ma voix équivaut à celle de ma mère qui ne sait pas écrire son nom.
ma voix équivaut à celle de la grand-mère qui est au village. Monsieur le ministre, vous comprenez? Cette logique, elle date d'hier. En 2011, vous ne la connaissiez pas, cette logique-là, lorsque vous étiez radicalement opposé au président Paul Biya. Cette logique ne marchait pas? Elle ne marchait pas parce que je n'avais pas étudié les sciences politiques à ce moment-là. Pour aller en politique, oui. Je n'ai pas fait comme les autres là. Je suis entré à l'école de la science politique pour apprendre la théorie. Et en apprenant la théorie, j'ai compris beaucoup de choses. La notion de capital dont je parle, c'est une notion chère à Pierre Bourdieu, que j'ai adoptée et adaptée en politique. Et je trouve que c'est vrai. Ça fait de Paul Biya président pour l'éternité. Et ça fait de Paul Biya, ceux qui nous regardent en ce moment, ça fait de Paul Biya président jusqu'à ce qu'il en soit autrement, jusqu'à ce qu'il perde sa majorité. Or, pour le moment, cette majorité-là, il l'entretient bien. Cette majorité-là retrouve, n'est-ce pas, les miettes, le lucre du pouvoir. Alors, lorsque vous cette majorité-là est maire, cette majorité-là est conseiller régional, cette majorité-là est député, cette majorité-là est ministre. Et lequel ministre du PADEC a des militants qui attendent les retombées. Qui attendent les retombées que tu es avec Paul Biya, il t'a donné quoi? C'est le Djangui. Pour nous. C'est le Djangui. C'est ça. Les gens qui ne veulent pas comprendre la politique. C'est ça la politique. Je suis désolé, même la politique traditionnelle, c'est comme ça. C'est du donnant-donnant. Alors, est-ce que cette majorité écoute tout le monde? Quand vous avez des sons qui viennent par exemple de la diaspora, vous avez vu ce qui s'est passé avec le ministre de la Jeunesse, on a l'impression que la distribution de la viande n'arrive pas de ce côté et que la majorité n'écoute pas également le son qui vient de l'autre côté. Qu'est-ce qui peut, selon vous, justifier ou expliquer les actes aussi violents qu'on a vu attribués à la base contre les membres du gouvernement camerounais? L'ignorance. L'ignorance. L'ignorance, oui. L'ignorance des réalités. Voilà des gens qui disent qu'ils ont fui la misère, qu'ils sont sauvés, qu'ils sont au paradis. Et c'est eux qui aboient chaque jour. C'est eux qui se plaignent chaque jour. Nous qui sommes là, on ne dit rien. Et ils se battent, ils disent qu'ils se battent pour nous. On ne vous a rien demandé. On vous a dit de vous battre pour nous. Mais ils sont camerounais. Ils sont partis en exil pour la plupart. disant que le Cameroun est pauvre. Que l'enfer, c'est le Cameroun. Que c'est un enfer. Or, moi, je vois dans cet enfer-là des gens comme les Jean Jazé qui tirent leur épingle du jeu, bon an, mal an. Ils ne sont pas riches. Ils ne sont pas très riches. C'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Plus spécialement pour vous que je connais, que voilà, dans plusieurs... Vous voyez que c'est pas facile. Oui, mais vous réussissez à vous nourrir. Il ne s'agit pas... Écoutez, dans aucun pays au monde, tout le monde n'est riche. Il y a les riches, il y aura les pauvres. C'est même ça qui est... Mais dans leur discours...